comme je travaille à la télévision, en fait, je suis intermittente du spectacle et mon métier depuis 17 ans, c'est monteuse aux actualités régionales. À France 3 Languedoc-Roussillon maintenant, mais j'ai fait un paquet de régions, en fait, train, hôtel pendant 10 ans, des remplacements. Ce qui me laisse justement du temps libre pour faire ce qui me plaît. Et je suis venue au documentaire, en fait, par nécessité de cœur, par mes origines, en fait. Puisque mon père est ancien réfugié politique chilien. Et j'ai toujours aimé filmer, j'ai toujours voulu filmer, j'aime bien écrire, j'aime bien raconter, j'avais besoin de faire ça. Donc j'ai fait justement 2 ateliers d'écriture. Alors ça a été assez rigolo en fait, j'en ai fait un à l'INA en 2002-2003, c'était 6 semaines à temps plein, avec François Ninet et Bernard Bloch, qui sont 2 théoriciens ou réalisateurs ou producteurs de cinéma suivant leur casquette. Et je suis allée là-bas très sûre de moi en disant bon bah comme je travaille à la télé, déjà vous allez me donner 3 clés et puis ça va être super, je vais partir faire un documentaire. Et ça n'a pas été ça du tout en fait. J'ai passé 6 semaines à me faire déconstruire et c'était très intéressant. On m'a montré cette autre forme de... Moi, je ne faisais pas la différence entre reportage et documentaire, je ne savais pas. J'étais plus jeune, j'avais un rêve d'aller au Chili, filmer mon oncle ou mon père qui retournait au Chili après des dizaines d'années d'exil, mais je n'avais pas du tout d'idée sur la forme, le comment. Moi, j'avais l'idée de partir faire un reportage, en fait. Je pense que c'est ça, justement. Et ces 6 semaines-là, elles ont été assez cruciales et j'ai enchaîné derrière. C'est-à-dire qu'une fois rentrée chez moi, j'ai lu plein de bouquins de théorie du cinéma. Quand Internet a été un peu plus performant, j'allais sur YouTube écouter des conférences de fac. Enfin, j'ai fait toute seule dans mon coin. Cette enquête, en fait, justement pour savoir quelle était la différence. Et c'est là où c'est devenu passionnant et intéressant, c'est que, comme tu disais, mélanger un peu avec la fiction, c'est que maintenant, pour vendre un film, pour produire un film, c'est le schéma classique, en tout cas, il y a d'autres chemins, c'est de l'écrire et de le proposer à un producteur et un diffuseur. Donc il faut écrire un film. Alors écrire un film avec la réalité d'un endroit où on n'est jamais allé, avec quelqu'un qu'on connaît à peine, enfin c'est compliqué. Donc en fait, c'est un peu comme ça qu'on a fait le plan aujourd'hui, on a un peu préparé avant de venir. On voulait parler un peu de la confrontation du film fantasmé à la réalité, en fait, documentaire. Quand on se retrouve au tournage et après au montage, qu'est-ce qu'on fait avec la réalité de ce qui a été filmé? Donc voilà, la différence entre reportage et documentaire, si c'est ça la question, à peu près. C'est ça. Pas le reportage, moi, de ce que la pratique que j'en ai en tant que monteuse d'actualité, c'est à chaud. C'est-à-dire, moi, déjà, j'arrive au boulot à 9h30, ils sont pas encore partis en tournage. Ils font leur tournage entre, ça dépend des jours, on va dire entre 9h et 11h30, ils font leur tournage et le journaliste débarque, s'assoit à côté de moi, il me dit ça parle de ça. Et c'est diffusé dans une demi-heure, dans 1 heure ou dans 2 heures. Donc il y a un travail d'enquête en amont, mais c'est vraiment pris sur le chaud, c'est de l'actualité, c'est de l'information. C'est toujours vu c'est toujours subjectif, c'est toujours quelqu'un qui fait ses choix, et le journaliste, et le rédacteur en chef, et le monteur. Voilà, mais il n'y a pas le même processus d'anticipation, de réflexion et de recul pour avoir un peu une tentative de regard sur le monde. Ça me paraît toujours prétentieux cette phrase, mais vous dites tous ça, là, les documentaristes. Voilà. Et c'est vrai que pour tenir 52 minutes sur un sujet qui nous touche profondément, le but c'est un peu de partager et de toucher les autres. C'est plus profond que ça, c'est plus complexe, plus compliqué. Alors il y a des très bons reportages, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui se fait à chaud, quoi. À chaud, qui doit être un peu vendeur, faut pas décrocher. Voilà, c'est un programme suivi, il faut pas que les gens zappent, il faut les accrocher, il faut être rapide, synthétique, et c'est pas forcément le recul. Donc c'est quand même différent, travail d'investigation sur le terrain. Et justement, là, dans ce qu'on avait un peu préparé, c'était le travail d'investigation en amont, qui peut prendre des années, des fois, sur un documentaire. À la base, c'est un besoin très intime. Moi, je suis née en France en 1975, ma mère est française. Elle faisait partie des gens qui accueillaient bénévolement les réfugiés chiliens. Et, je suis née de cette rencontre. Je suis allée au Chili pour la première fois, j'avais 26 ans, et mon père n'y est jamais retourné encore pour l'instant, donc ça fait 40 ans, et je pense qu'il n'est pas prêt d'y retourner.
Mais je vois toute ma famille, en fait, puisque toute ma famille vit en France, ils sont tous réfugiés, anciens réfugiés politiques en France. Tous, ils y vont, ils font des allers-retours, on a une maison là-bas. Et j'avais au départ ce rêve même d'enfance d'aller au Chili avec mon père. Bon, je crois que ça arrivera peut-être jamais. Et en même temps, je me dis, mais si j'y vais moi, mes petits frères et sœurs, ils le verront pas. Donc c'est parti de quelque chose, en fait, d'un besoin très intime de retour aux sources. Après qu'on aille en Normandie sur la tombe de sa grand-mère ou qu'on aille au Chili sur fond de dictature, il y avait une nécessité de retour, ou aller voir d'où on vient, les racines. Et cette nécessité intime, c'est quelque chose, moi par contre, si on parle d'écriture de documentaire, quand j'écris, les 3 films du coup que j'ai écrits, il y a ce truc en commun, c'est que le plus intime est le plus universel. C'est-à-dire que d'aller sur la tombe de sa grand-mère en Normandie ou d'aller voir la maison écroulée de son arrière-grand-père au fin fond du Chili, il y a quelque chose en commun. Après, qui passe par d'autres chemins. Donc moi, il y avait ce coup d'État dont je suis issue, 1973, Made in USA. Et ça, c'est la nécessité qu'il y a que j'ai, en tout cas moi, dans les 3 films. Donc ça part de quelque chose de très intime que j'ai besoin, pourquoi, comment de partager. Je ne sais pas demander à un peintre pourquoi il peint, pourquoi il expose. Et ça, c'est un truc un peu obscur. Souvent, je me demande pourquoi, d'ailleurs. Mais ça m'était nécessaire. Et puis pour moi, la caméra, l'image, c'est un jeu, c'est un truc que je trouve très excitant depuis toujours. Dans ma famille, on filme, on enregistre depuis toujours. Donc j'ai toujours vu mes oncles et tantes, mes grands-parents prendre des photos, filmer, enregistrer. On a une bibliothèque d'archives familiales énorme. Donc je les ai vus faire, j'ai grandi là-dedans. Donc j'ai réuni un peu tous ces éléments-là et comme j'aimais tellement ça, j'ai fait lycée, j'ai fait un bac cinéma audiovisuel, un BTS audiovisuel parce que je voulais travailler vite. Donc la télé, le montage à France 3 m'a laissé du temps justement pour aller explorer tout ça. Et du coup j'ai fait des ateliers d'écriture sur mon temps libre en fait. J'ai toute seule en fait. J'ai pas du tout toute seule sur mon temps libre, en fait, un de mes loisirs, c'est ça, c'est lire de la théorie du cinéma, regarder des trucs sur Internet, essayer de comprendre comment c'est goupillé. Voilà. Et quand on est intermittent, on a la chance de pouvoir se faire financer des stages, et j'ai choisi des stages d'écriture. Donc, comme j'ai compris qu'il fallait que j'écrive avant, j'ai fait ces démarches d'écriture pour pouvoir expliquer, voilà, je trouve que l'histoire de ma famille ou de l'ami de mon père, on vous montrera un extrait après, il y a des choses que j'ai trouvées fortes, et un besoin d'archiver, un besoin de transmettre, que les choses soient montrées, dites et partagées, réfléchies, je sais pas. L'extrait que je vais vous montrer, c'est sur un acte de résistance et ça, c'est un truc qui traverse. C'est assez intime, dans le sens où c'est le secret d'un copain de mon père, mais en fait, ce qui est très universel, c'est qu'aujourd'hui, on peut résister. C'est peut-être un peu ça le truc, du plus intime au plus large. Et ça, c'est un travail d'écriture qui est complexe, pour pas s'occuper que de son nombril et se demander si ça va intéresser les autres aussi, sa propre histoire. Entre reportage et documentaire, le reportage, ça aurait été lui courir après, il prend l'avion, je le suis. Non, en fait, pendant 2 ans, je suis allée voir mon oncle qui vit à Besançon. Moi, je vivais à Marseille à ce moment-là, donc c'est pas la porte à côté. Je faisais 9 heures de train pour aller le voir. Et on passait des heures ensemble en tête-à-tête où je disais, bon, une bonne fois pour toutes, raconte-moi l'histoire de la famille. Raconte-moi ce qui s'est vraiment passé. T'es aveugle, il y a eu un accident avec de la dynamite, t'étais fiché terroriste, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc... il y a eu 2 ans de travail en amont, je l'avais souvent au téléphone, j'écrivais, j'essayais de ficeler un dossier. Alors j'ai bossé avec une copine, elle me disait mais ça on s'en fout Elvira, ça c'est ta famille, ça c'est ton nombril, donc ok d'accord, j'acceptais, allez hop, ça on jette, c'est qu'est-ce qu'on garde qui va intéresser les autres. Et cette histoire de, comme il est aveugle, de pas vouloir, même avant ça en fait. Avant ça, en fait, quand j'ai appelé mon oncle et que je lui ai dit « Si jamais un jour tu retournes au Chili », parce qu'il n'y avait pas de date, hein, « Si jamais un jour tu retournes au Chili, est-ce que ça te plairait que je te filme pour archiver cette histoire, pour la transmettre déjà à la famille et puis à d'autres ?» Il m'a dit « Justement, je ne savais pas pourquoi... je savais pas pourquoi je retournerais... je savais pas pourquoi retourner au Chili. » me regarder la nostalgie, me regarder le nombril, mais si tu me proposes ce projet, la transmission et archiver cette histoire, là, ça m'intéresse. Et en fait, ça a propulsé le voyage.
C'est-à-dire qu'il était prêt à partir, mais pourquoi faire ? Retourner quand on est parti depuis longtemps, ça peut être très, 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 très compliqué. Là, il y avait un projet, il y avait quelque chose qui allait guider, aider, qui était motivant, un travail pour lui, un travail pour moi. En fait, on s'est trouvé un prétexte. Moi, pour partir avec quelqu'un qui allait enfin me raconter cette période, et lui, pour partir avec quelque chose à faire, quelque chose à transmettre. Ça faisait un peu tuteur, quoi. Et donc ça, déjà, voilà, entre reportage et documentaire, là, c'est quelque chose qu'on a provoqué ensemble. Et il me dit, moi, ça m'emmerde d'arriver à l'aéroport et de montrer mon passeport à un connard en kaki, les boules. Je veux pas faire ça, je sais pas comment on pourrait faire, je voudrais prendre le train. Je lui dis, bah écoute, moi j'ai déjà repéré un trajet, une partie de trajet avec une copine lors d'un autre voyage. On peut atterrir à La Paz et traverser la cordillère, comme ça tu arriveras petit à petit. Et on a mis 8 jours à rentrer au Chili, en fait. Et là, il a été super content. Donc c'est quelque chose qu'on a provoqué, moi, tout en sachant que j'allais filmer des paysages incroyables. Voilà, en lui disant, à un moment, il y a un lac de sel, comme il y a aux États-Unis, il y a un lac de sel, et là, si tu as envie, tu vas pouvoir te lâcher, tu vas pouvoir marcher librement, il n'y a pas d'obstacle. Ah ouais, c'est dingue. Donc voilà. Donc c'est des choses qu'on a un peu créées, imaginées, et pour l'image, et pour lui, pour son retour. Donc ça a été un arrangement entre le film et son besoin de retour. Moi, quand tu disais des films sur l'humain, je force pas les gens. Je fais pas refaire des trucs aux gens. Moi, en tout cas, je ne force pas, je propose et on vit un truc ensemble. Et la personne est limite co-auteur. Enfin, avec les 2 personnes et le 3e film, ça va être pareil, j'ai déjà commencé. Je passe vraiment énormément de temps à savoir quels sont leurs besoins d'aller vivre ou revivre une partie d'un traumatisme. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui est en commun dans les 3 films, c'est le traumatisme. Qui je suis, moi, au nom de quoi ? Je vais forcer quelqu'un, lui dire tu vas t'agenouiller là et t'auras un air triste comme ça sera bien pour mon film. Donc c'est vraiment à chaque étape on a choisi ensemble. Donc oui, il y a un truc un peu de coécriture. Moi je fais comme ça, je sais pas comment font les autres, mais quel que soit le sujet ou la personne, s'il y a d'autres films derrière, il est hors de question que je débarque en sachant rien. C'est-à-dire que moi, c'est moi et moi-même, mais j'ai un gros... Je mets la barre très haut au niveau de l'exigence, par rapport à la légitimité. Qui je suis pour que cette personne me raconte quelque chose d'aussi intime, d'aussi dur, d'aussi fort. Et pour ça, je ne peux pas être flottante. Je ne peux pas être juste curieuse, je ne peux pas avoir juste les dents longues et dire tiens, je vais profiter, son histoire, elle est sensationnelle. Dans l'extrait qu'on va vous montrer, on a l'accès inédit à un pan de l'histoire du Chili, l'enterrement d'un des 5 plus grands personnages en Amérique latine. Donc je savais, je ne suis pas dupe, je travaille à la télé, je savais que c'était vendeur, mais qui je suis, moi, depuis la France, née ici, tout ça, j'ai même pas vécu au Chili. J'ai vécu au Chili le temps de mes films et puis 2-3 voyages en plus pour pouvoir parler de ça. Donc en fait, j'ai été monomaniaque pour moi, hein, c'est 10 ans. Hein, j'ai une bibliothèque, c'est que le Chili de 73 et la dictature. Et les procès, encore aujourd'hui, je continue à vouloir essayer de... C'était boulimique, tout comprendre un maximum. C'est-à-dire que quand je suis en face de quelqu'un qu'on rencontre dans le film, il me dit oui, comme en 71, quand il y a eu l'assassinat de tel général, je sais qui c'est, je sais quand, je connais la circonstance. Donc j'ai fait un boulot d'investigation personnelle qui peut-être sera pas du tout dans le film, mais je voulais pas être nigaude en tout cas face à eux pour les informations. Je voulais le contexte historique, voilà. Donc pour mieux comprendre, c'est-à-dire qu'une fois après, on peut laisser de la place à l'humanité, au récit et à l'échange. Il est hors de question que je sois grillée. On me dit oui, il y a eu tel décret, il y a eu telle grande grève, la nationalisation du cuivre. Si je ne sais pas ce que c'est au Chili, c'est pas la peine d'aller faire un film au Chili. Donc, et c'est bien parce que je me suis rendu compte sur mes 2 films que je me suis jamais fait... parce que quand même, je fais tout ça par Internet et avec des bouquins. Internet, il y a 10 ans, c'était pas génial non plus. Donc j'ai tout fait à distance et oui, ça a été un boulot acharné. Et là, dans l'extrait qu'on vous montrera, par exemple, j'ai rencontré une journaliste, c'est une des séquences du film qu'on va vous montrer. Je dois être la seule personne sur Terre qui a lu toute son investigation, quoi. Qui connaît par cœur les chiffres et les cartes. Et elle a fait une recherche en fait sur la disparition des personnes au Chili, comme en Argentine et en Amérique latine. Il y a des milliers de personnes qui ont disparu, qui ont été effacées par la junte et les militaires, l'armée.
Et elle a publié, elle a fait 2 ans d'études et elle a publié donc le circuit, elle appelait ça le circuit bureaucratique de la mort. J'ai lu le site en entier, j'ai lu tout. C'était pas possible d'aller rencontrer cette femme ou sans connaître son travail, sans savoir où en est aujourd'hui l'enquête et où en sont les procès, justement par rapport aux disparitions. Parce que un des sujets le sujet de mon 2e film, c'est la non-disparition d'un corps. C'est donc un acte de résistance quelques jours après le coup d'État. Donc Hector, le copain de mon père qui tient un restaurant à Nîmes, s'est retrouvé réquisitionné par l'armée pour aller identifier des corps. Donc il y avait des centaines de corps empilés dans la morgue, c'était l'enfer. Et un collègue à lui l'a appelé et ils ont reconnu le corps de Víctor Jara, un des plus grands chanteurs engagés de l'époque, qui était vraiment qui était en avant des manifs et des meetings avec Salvador Allende, qui avait vraiment porté sa campagne et tout ça. Et qui aujourd'hui au Chili, au Chili c'est clair, il y a le Che, Allende, Víctor Jara, on va dire c'est Neruda, il fait partie des 5 personnages les plus emblématiques de cette période de l'unité populaire. Et Hector, ce monsieur, a eu l'initiative, il avait 23 ans à l'époque, il a travaillé que 3 jours à la morgue, en 48 heures, il a trouvé le moyen de prévenir sa femme et de le faire enterrer légalement. Ce qui fait que son corps est une pièce à conviction mise de côté qui permet aujourd'hui encore de poursuivre les coupables de son assassinat. Il a été abattu sauvagement dans un stade après avoir été torturé. Et du coup, savoir ce qui se passe, ce qui s'est passé pour les disparus, le circuit bureaucratique de la mort. Quand j'ai trouvé cette enquête à distance, donc ça fait partie d'un des éléments que j'ai vraiment épluché de fond en comble. Et j'ai lu tout ce que je pouvais trouver depuis ici, qui concernait justement la disparition des personnes, la souffrance des familles, etc., les associations aujourd'hui, les procès, toute cette histoire-là. Alors que je fais un film sur un mec qui n'a pas disparu, en fait. Je ne pouvais pas faire un film sur un mec qui n'a pas disparu et sur une célébrité. Je me suis bien renseignée sur l'histoire de la famille, de la célébrité, qui était encore là, comment, qui était ce chanteur, comment, tout ça. Mais surtout ce qu'il n'y avait pas dans le film, en fait, pas vraiment dans le film, mais qui faisait écho au miroir, c'est tous ceux qui ne sont pas là, en fait. Le film, c'est sur celui qui n'a pas disparu. Mais comment on peut mesurer ça sans comprendre le reste? Donc ça a été un boulot de marteau. Mais bon, moi, j'adore ça, après. Alors, j'ai choisi un extrait de 6 minutes. On avait pensé prendre des petits morceaux, mais en fait, moi, j'ai pensé pour sentir peut-être un peu le ton. Donc, c'est un film sans commentaire. J'ai décidé de faire ça comme ça, de tisser un puzzle sans commentaire où Hector, on va voir dans juste pour que vous repériez, le premier plan, on voit un cimetière en plan large, et c'est en fait le secteur du cimetière général de Santiago où ont été enterrés des centaines et des centaines d'anonymes, donc qui ont été portés disparus. Et juste en face de ce secteur-là, il y a la tombe de Víctor Jara. C'est-à-dire qu'à quelques mètres près, si Hector n'avait pas fait cet acte de résistance, de désobéissance à ce moment-là, il aurait été avec les autres au milieu. Donc il y a ce plan large qui plante un peu le décor. Maintenant, ils ont tous été exhumés, il n'y a plus personne là-dedans. Ils ont tous été exhumés et la plupart des restes sont encore à l'Institut médico-légal de l'autre côté du boulevard en attente d'identification ADN. Voilà, et les procès sont en cours. Et ça enchaîne tout de suite où il y a donc Hector, on voit, il va être à gauche avec une chemise bleue et il y a un petit monsieur, je vous explique un peu tout le contexte, c'est un peu long, mais sinon vous ne pourrez pas comprendre. Et il discute avec un fossoyeur de l'époque, en fait, qui a été forcé d'enterrer ces personnes-là, qui est encore en service, qui travaille encore là-bas. Et donc, ça, c'est un des trucs qu'on a provoqué, par exemple, c'est la rencontre de ces 2 personnes. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas écrit. C'est quelque chose que j'osais même pas fantasmer, en me disant, voilà. Mais des fois, la réalité dépasse la fiction. Donc ils se rencontrent, ils parlent de ça. Il y a une interview de ce fossoyeur qui donne un peu, livre des détails. Et après, Hector retourne pour la première fois dans la morgue. Je vous en dis pas plus, on pourra en parler après. Pour la première fois de sa vie, 40 ans après, qui est toujours la morgue actuelle. Et donc il rentre pour la première fois après 40 ans dans la morgue actuelle. Et s'ensuit, juste derrière, un petit morceau de séquence. Justement, il est chez cette journaliste, Pascale Bonnefoy, dont j'ai étudié l'enquête, qui a travaillé pendant 2 ans sur les disparitions de personnes, et elle lui montre des documents d'époque, pareil qu'il n'a pas revu depuis 40 ans. Voilà. Alors. Donc extrait de Víctor Jara, numéro 2547. C'est ça.
En fait, on est allé au Chili l'hiver dernier. J'ai fait 1 mois de repérage et 1 mois de tournage. Donc à peine je suis arrivée au Chili, j'ai filé au cimetière. Et j'ai découvert les lieux. J'ai demandé à rencontrer le directeur du cimetière. Alors j'avais eu de la chance parce qu'on m'avait dit, la journaliste, j'avais échangé des mails avec elle. Elle m'avait dit, tourner au cimetière, ça va être très difficile, il faut voir. Mais elle dit, elle, dans son enquête, elle a quasiment rien obtenu du cimetière, puisque ça dépend de la mairie et c'est un maire de droite. C'était un maire de droite jusqu'à octobre, il y a 1 an et demi. Et moi, j'ai eu du bol, j'ai tourné mon film en février, donc je suis arrivée en janvier, et c'était un maire communiste qui avait été élu, ça n'était pas arrivé depuis des décennies, en octobre. Et en fait, je lui ai demandé 3 jours de tournage, je lui ai expliqué le projet en long, en large, et il m'a dit, quand on arrive au cimetière, en fait, pour tourner les 3 jours, il y a un gardien qui est arrivé avec son talkie-walkie qui m'a dit, vous avez une autorisation? Je lui ai dit, oui, on a 3 jours d'autorisation. Moi, je suis pas au courant, vous n'avez pas d'autorisation. J'ai dit, ben si, téléphonez. Et en fait, il a téléphoné et il m'a regardé, à mon avis, c'était un mec de droite, vu son regard. Il m'a dit, vous n'avez pas 3 jours d'autorisation, vous avez 2 mois. Et là, waouh, ok. Alors, on ne voulait que 3 jours pour ce film-là. Mais c'était vraiment, sur nos 2 mois de présence au Chili, il nous avait donné son accord. Et ça, c'est des surprises, c'est des choses qu'on ne peut pas anticiper. Et moi, le cimetière, qu'est-ce que j'en savais? En fait, dans le dossier que j'avais écrit, dans le film Fantasmé, j'imaginais pas une seconde qu'Hector pourrait discuter avec un des fossoyeurs, puisque la journaliste m'avait dit, les fossoyeurs, tu pourras pas leur parler. J'ai essayé pendant mes 2 ans d'enquête, je n'ai rien eu du tout de ces gens-là. Ils refusent catégoriquement de parler, ils ne parleront pas, ils parlent pas. Tu peux tenter, mais à mon avis, c'est mort, j'allais dire, c'est le cas de le dire. Et en fait, en allant au cimetière, j'ai demandé la liste des gens qui étaient encore en service, s'il y en avait encore, des gens qui étaient en service de cette époque, et il restait 5 fossoyeurs. Et je suis allée les rencontrer, j'y suis allée au culot, lui en premier qu'on voit là, Lélo. Et quand je suis arrivée, il m'a dit, donc je lui explique, je lui dis voilà, je fais un film sur la mémoire, sur Victor Jara, sur la tombe qui est en face de votre secteur, puisque lui, son secteur, c'est s'occuper de la tombe de Victor Jara, c'est lui qui l'entretient, et qui est juste à côté du secteur des disparus. Et il me dit, mais tu travailles avec la télé chilienne? Je fais, non, pas du tout. C'est sûr? Oui. Et puis il dit, parce que moi, c'est des connards, je parle pas la télé chilienne. Je dis, j'ai rien à voir avec la télé chilienne. Il me dit, mais alors, tu viens d'où? Tu es qui? Je lui dis, je suis fille de réfugié. Ah, t'es fille de réfugié? Ah bon, mais il faisait quoi ton père? Il était leader syndical dans le bâtiment, il était maçon. Ah ouais, dans quel quartier? San Miguel. C'est un quartier très pauvre. Et il fait « Ah ouais, Saint-Miguel ». Et là, d'un coup, il m'a regardé différemment. « Et c'est sur quoi ton film ?» Alors, je lui ai expliqué. Je lui ai dit « En fait, c'est sur un acte de résistance. » Je dis « J'imagine qu'il y en a eu plein dans le cimetière. Je me doute bien que vous, avec ce que vous avez fait à cette époque-là, ça ne devait pas être facile à vivre. » Et je voyais, il était tout différent. Son regard avait changé. Il n'était plus du tout arrogant. Il m'a dit « Et pourquoi on te le dirait à toi ?» Ouais, pourquoi on me le dirait à moi, je sais pas. Donc c'était très délicat, et au final, il est dans le film. Et ça, c'est quelque chose, ça, c'est un cadeau. Moi, j'avais écrit à distance, je m'étais renseignée, j'étais allée sur le site du cimetière, j'avais même regardé des films de touristes qui avaient filmé le cimetière, les grandes tombes Victor Jara. Donc, un de mes plus grands repérages à distance, c'est un mec qui a filmé les tombes des grands personnages de l'unité populaire, voilà, des gens qui ont été zigouillés sous la dictature, avec son téléphone portable. C'est le meilleur repérage que j'avais à distance. Un mec sous la pluie tout seul qui dit « Et là, nous avons le grand camarade Miguel Enriquez, et là, nous avons Victor Jara ». Ça a été mon meilleur repérage à distance. C'était très difficile, parce que sur le site officiel, le Chili d'aujourd'hui, il est encore frileux avec tout ça. Et en fait, j'avais écrit donc qu'on ferait une visite, qu'Hector ferait la visite guidée officielle et qui poserait des questions embêtantes, un peu dérangeantes. Et là, alors, voilà, donc on avait tous les deux imaginé ça. Je dis, tu te verrais, toi, faire la visite guidée? Il dit, ah ouais, j'adorerais faire ça, provoquer un peu la jeune guide, voilà. Et donc c'est ça que j'avais écrit dans le dossier. J'avais fantasmé ça, et je l'avais en tête, j'avais tout en tête. Et en fait, ça s'est passé comme ça. Je dis, il y a un fossoyeur qui veut nous parler, laisse tomber la visite guidée, quoi. Donc premier déplacement entre film fantasmé et la réalité. Après, il y a la morgue. Alors la morgue, je m'étais bien renseignée aussi.
Je savais que le directeur actuel, Patricio Bustos, est un ancien réfugié politique qui avait été, lui, torturé dans l'une des maisons de torture les pires de Santiago, la Villa Grimaldi. Donc j'ai lu plein de bouquins sur la Villa Grimaldi. Alors que tout ça parce que le directeur de la morgue, voilà. Donc je savais les noms des tortionnaires, où ils étaient. Je savais même qu'il y avait un des mecs qui l'avait torturé. Ils ont été torturés face à face avec sa femme, donc une horreur. Je savais que le mec qui avait violé sa femme un paquet de fois, un des pires, il était enterré au cimetière, donc par les fossoyeurs. Donc j'avais déjà un maximum de renseignements. Et en fait, évidemment, quand j'ai voulu parler au directeur de la morgue, j'ai eu affaire au chef de com, deux petites nanas en tailleur qui m'ont dit « Ah non, non, on ne filme pas la morgue, on ne filme pas les frigos, c'est les frigos actuels, c'est les frigos de l'époque. Vous pourrez vous arrêter là au virage. » Alors il fallait que je m'arrête à 50 mètres de la porte de là où on est. J'étais très frustrée. En fait, il était en vacances. C'était l'été là-bas, les saisons sont inversées. Et j'ai demandé à le voir, en fait. J'ai dit, est-ce que je peux avoir un entretien individuel avec M. Bustos, s'il vous plaît? Et j'ai eu un entretien individuel avec lui. Je lui ai tout exposé qui j'étais. J'ai commencé par qui j'étais. Et en fait, ce que j'ai fait avec le Fossoyeur, ce que j'ai fait avec le directeur de la morgue, c'est que je leur ai donné un DVD de mon premier film qui raconte, en fait, le retour de mon oncle. Donc, qui raconte l'histoire de ma famille, d'où je viens, en fait. Puisque c'est moi qui tiens la caméra, c'est en caméra subjective, ça parle de moi autant que de ma famille et d'où je viens et de quelle façon j'ai envie de faire les choses. Et je lui ai parlé de Patricio Guzman, un réalisateur qui a fait des films beaucoup de films sur 73 sur l'époque, en particulier sur les disparus, La nostalgie de la lumière, qui est un de ses plus grands films, le plus connu en tout cas. Et il m'a dit, tu connais Patricio Guzman? Je dis oui, il soutient le film, on travaille avec un de ses assistants, voilà. Et il nous a dit, il a fait venir ses deux chefs de com, et il leur a dit, écoutez, là nous avons quelqu'un qui vient de France, qui est fille de réfugiés politiques, vous allez lui ouvrir toutes les portes, elle filmera ce qu'elle veut, comme elle le veut, quand elle veut, où elle veut. Ouf, ok, d'accord. Et en fait, on a passé, avec l'équipe technique, 3 heures là devant les frigos. Et alors du coup, la surprise, c'est que le dossier se déplace. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait lire mon dossier à Hector. Parce que c'est un dossier de vente. Même si c'est quelque chose que j'ai écrit avec le cœur, je sais que je vais le montrer à une chaîne, je sais que je vais le montrer à un producteur, je sais qu'il faut du fric, je sais qu'il faut des moyens. Il était hors de question que je ne peux pas mélanger, je ne peux pas montrer à Hector quelque chose que j'ai ficelé, comment je le fiche dans les mots. Donc je lui avais proposé toutes les séquences, il connaissait tout le déroulé qu'on avait élaboré ensemble. Et là, du coup, ça se déplace pour lui aussi. Rencontrer un fossoyeur, discuter avec un mec au cimetière, mais là, c'était différent. Du coup, je lui ai dit, on ne savait pas si on allait pouvoir s'approcher des frigos. Et oui. Donc il me dit, moi, j'ai besoin. Enfin, pour lui, c'était une catharsis aussi, retourner là-bas. J'ai besoin d'aller vers les frigos, si on peut y aller. C'est là que j'ai travaillé. Ok. Donc on cale le tournage. Et arrivé devant, il me prend à part, il me dit, mais Elvira, si je me sens pas d'y aller, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, mais Hector, c'est pas mon film qui prime. Je dis, c'est ta vie, c'est toi qui l'as vécu. Moi, je suis rien à côté. Tu es d'accord pour qu'on le fasse ensemble? Oui, mais si jamais je m'approche et que je rentre pas, je dis, bah tu rentres pas. Et voilà. Et si tu veux que j'éteigne la caméra, je l'éteindrai. Et si tu veux me dire quelque chose, tu me dis quelque chose. Et si tu veux rien dire, tu dis rien. Et je m'adapterai. C'est toi qui reviens. Il n'y a pas que le film. Je dis là, c'est trop important pour toi. Je ne suis pas là pour saloper ton voyage et cette opportunité unique de pouvoir revenir là. Et donc on s'approche, on le suit avec le Steadicam, on le suit. Donc on marche 30 mètres avant d'arriver et il descend. Et il se passe ça, c'est-à-dire qu'il dit rien en fait. Et il dit rien pendant, là c'est court, mais il dit rien pendant 20 minutes en fait. Et nous on est tous silencieux autour et on le laisse faire ce qu'il a à faire, quoi. Chasser les fantômes, c'est lui qui le disait. Donc voilà comment ça se déplace, par exemple. Et là, moi je savais très bien en le faisant, c'était très émouvant, parce qu'en plus c'est quelque chose que j'avais pas écrit du tout de cette façon. De le voir faire, je me rends compte et en même temps je me dis waouh, c'est fort ce qu'on est en train de vivre, ce qu'il est en train de vivre et ce qu'on est en train de filmer, parce qu'on est toujours quand même dans ramener de la matière, hein, on fabrique un film pour le montrer à d'autres. Et en même temps, c'était beau, j'étais contente que ça se déplace. En même temps, c'était éprouvant, puisque c'est vraiment la morgue actuelle et qu'il y avait des corps derrière nous sur des chariots, et l'odeur, je vous raconte pas.
C'était pour moi insoutenable. Moi, j'avais un masque, voilà, avec de la crème là sous les narines, voilà. Donc les choses se déplacent et tu réadaptes. Et le truc, je crois, c'est quand on écrit, c'est pas perdre le centre de quoi on parle. Et moi, ce qui m'a tenu, c'est ce qui nous a tenu l'équipe. On était 3 plus un assistant. Ils connaissaient tous le dossier par cœur que j'avais écrit, ce qui permet de pas s'égarer. Je crois que ça sert surtout à ça, comme un culbuto que tu tournes dans tous les sens et qui revient toujours au milieu. Parce que c'est tellement facile quand tu as la caméra et que tu as les choses qui se déroulent de partir en reportage, justement. Oh tiens, ça c'est bien, j'y vais. Et en fait, tu t'égares et tu ramènes des trucs pas exploitables. Là, on était sur un acte de résistance, quelqu'un qui n'a pas disparu, et voilà, qui fait miroir à tous les disparus du Chili, un procès en cours, l'injustice, la recherche de justice. Donc voilà, il y a des choses qu'il ne fallait pas qu'on perde de vue.